Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. On le sait tous, notre planète ne va pas très bien et chacun d'entre nous commence à en mesurer les conséquences dans sa vie de tous les jours. Et bien aujourd'hui, on va se demander si on va droit dans le mur et si la solution pour sauver notre planète ne serait pas un projet de société s'appuyant sur un bon usage des technologies. Nous irons également dans l'espace, ouais, j'ai bien dit dans l'espace, où des solutions pour sauver la planète sont en train d'être testées. Et nous redescendrons ensuite sur Terre pour découvrir les initiatives d'une série de collectivités territoriales innovantes au service du développement durable. Le numérique pour tous, spécial technologie raisonnée, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous montrer qu'en changeant nos références de consommation et d'usage de la technologie, on peut peut-être changer le cours de l'histoire et l'avenir de notre planète. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Julia. Luc, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors Luc, vous êtes le papa de Siri, cet assistant vocal qui permet de donner des ordres à nos téléphones. Vous avez travaillé chez Apple, chez Samsung et maintenant au sein du groupe Renault. Et aujourd'hui, vous venez en tant qu'auteur du livre « On va droit dans le mur » paru aux éditions First. Et pour nos éditeurs qui nous regardent, je le montre à l'écran. Voilà, donc Luc, pour commencer, c'est un titre un petit peu fataliste, on va droit dans le mur. Vous avez voulu montrer quoi à travers ce livre ? Bonjour Vanessa. Donc, d'abord, ce qui est important dans le titre, c'est quand même le point d'interrogation. On va droit dans le mur, point d'interrogation. Voilà, point d'interrogation. Je le montre. Et donc, c'est pour ça que c'est pas si fataliste que ça. Le but du jeu, c'est de montrer qu'effectivement, on a des problèmes, mais on est capable certainement de les résoudre, mais il faut faire attention. Voilà, donc c'est pas fataliste, c'est au contraire optimiste, mais il faut être modérément optimiste quand même, dans le sens où les problèmes sont quand même énormes. Alors sous ce titre, avec un point d'interrogation, on va droit dans le mur, vous insistez avec une phrase écrite en police 18, il faut un projet de civilisation. Ça pourrait presque être un programme politique, ce projet de civilisation. Bah oui, c'est un problème politique en fait. Malheureusement, avec les événements qui ont eu lieu récemment, on n'a pas eu l'occasion d'en parler trop. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est un problème de société qu'on peut résoudre ensemble, qu'on doit résoudre ensemble, et les choix qu'on doit faire doivent être faits au niveau des politiques. C'est très clair. Donc il faut leur donner des idées, il faut les éduquer, il faut nous éduquer, il faut qu'on comprenne tous ensemble qu'il y a des problèmes et comment potentiellement les résoudre. Et donc donner des solutions simples. Alors les solutions simples, elles sont de deux façons de faire. Il y a les choses qu'on peut faire tout seul, nous-mêmes à notre niveau. Et puis les choses qu'on peut faire au niveau collectif. Encore une fois, pour ça, il faut s'éduquer et il faut éduquer nos politiques pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai que tout ça est expliqué très précisément, que ce soit au niveau individuel ou au niveau industriel, dans votre livre. Mais Luc, j'ai envie de vous demander, vous êtes quand même un expert de la technologie et aujourd'hui vous prenez une consommation raisonnée. Voire il faudrait un petit peu freiner, que ce soit la production de selfies ou d'autres choses qui sont un peu anecdotiques aujourd'hui, qui sont des éléments contraires au sens de l'histoire. C'est paradoxal quand même. Oui. En fait, c'est normal dans le sens où quand on est un scientifique, qu'on travaille avec ces sciences, ces technologies tous les jours, on se rend compte de leurs impacts. Et c'est vrai qu'il y a des choses au départ, on est excité, on fait des trucs, et puis on se rend compte que ces trucs finalement peuvent avoir un impact qui est pas forcément positif. Comme dans toutes les technologies, de toute façon, il y a toujours un côté, on va dire, positif et un côté négatif. On peut utiliser à bon et à mauvais escient. Et donc, malheureusement, il y a certaines technologies qui deviennent disponibles pour tout le monde et on s'est mis à les utiliser comme des fous sans trop se rendre compte de leurs impacts. Et donc là, le but du jeu, c'est de faire dire à un scientifique, à quelqu'un qui utilise donc ces technologies tous les jours ou qui les a même poussées pendant longtemps, de dire attendez les gars, faisons attention quand même parce que on se rend pas compte, mais ça a un impact. Alors, il y a les selfies à l'instant. Les selfies, c'est rigolo comme ça. On en fait 1 milliard par jour sur cette planète. Et 1 milliard de selfies par jour, c'est une consommation, si on revient à un selfie individuel, de 160 milliards de watts par jour. Alors c'est quand même beaucoup juste pour flatter l'ego.
Alors on parle du selfie, mais il y a aussi d'autres solutions qui sont très énergivores. On pense au cloud avec les serveurs. Bientôt le métaverse et le Bitcoin qui vont se généraliser parce qu'il y a une vraie passion sur ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de penser la problématique avant qu'elle n'apparaisse? C'est-à-dire au moment de la conception du projet, on pense peut-être à quelque chose qui soit plus durable. Alors, il faudrait, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que si Marie Curie, en 1903, avait compris qu'en jouant avec les atomes, elle aurait pu faire une bombe atomique, je pense qu'elle elle l'aurait dit et elle aurait peut-être arrêté. Et ça aurait aussi pas permis de faire une source d'énergie nouvelle qui est relativement propre, etc., etc. Donc c'est pas facile de voir les choses au moment où on les conçoit. Ceci dit, bon, parlons des bitcoins vite fait, puisqu'il faut quand même dire les choses. Le bitcoin est une aberration écologique, donc il faut arrêter aussi le plus vite possible. Le bitcoin, c'est quand vous avez une transaction bitcoin, c'est l'équivalent en énergie en 1 million de transactions Visa pour un impact économique infime par rapport à Visa. Donc ces technologies-là, il est vrai qu'il y a des effets de mode. En plus de ça, le bitcoin, on sait très bien que c'est purement spéculatif. Et donc, c'est certainement pas les gens qui en profitent, les gens les plus modestes, on va dire, qui en profitent. Donc, faisons attention, essayons de comprendre, mais à la fin, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'éducation. Il faut comprendre un peu la chose, il ne faut pas se précipiter forcément dans ces technologies. Il faut essayer d'abord de les comprendre et ensemble de réfléchir à comment réguler ces choses-là. Le Bitcoin devrait être régulé et devrait juste être interdit en ce moment. Alors Luc, vous parlez également du climat, bien évidemment dans votre livre. Si on sait ce qui est mauvais pour la planète, pourquoi est-ce qu'on s'entête sur certains développements? Je pense notamment aux éoliennes, on en a à peu près 8000 aujourd'hui. L'ambition est d'en avoir 25 000 dans les prochaines années, alors que c'est quand même que 6% de notre énergie et de manière un peu aléatoire. Pourquoi il y a des aberrations comme celle-ci et bien d'autres que vous décrivez dans votre livre, et pourquoi on continue à aller dans cette direction? Encore une fois, je pense que c'est un manque d'éducation. C'est d'un côté des lobbies qui vont pousser à ces choses-là parce que c'est ce qu'ils savent faire et c'est ce qui leur permet de faire de l'argent. Donc il y a une question d'argent, il y a une question d'impact économique pour certaines corporations. Et de l'autre côté, il y a une mauvaise compréhension de ce que ça a comme impact environnemental. Donc les éoliennes, effectivement, c'est un peu bizarre parce que tout le monde sait que c'est quand même moche. Si vous demandez à n'importe qui, ils vont vous dire qu'ils n'en veulent pas dans leur jardin. Mais en même temps, on arrive à en fabriquer et en faire. Et il y a des champs d'éoliennes qui poussent comme ça, sans parler évidemment de ce que ça cause au niveau de la mort des oiseaux et des choses comme ça. Bon, bref. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas pourquoi. C'est une aberration. C'est quelque chose qui, je suis sûr que si on expliquait, si on faisait 2-3 forums, 2-3 réunions collectives, on s'apercevrait que ça sert à rien. Et donc qu'il faudrait arrêter. Et par contre, regarder d'autres solutions qui ont peut-être été inspirés par les éoliennes, qui sont ces éoliennes marines, on va dire, qui sont toutes éoliennes, mais qui sont des turbines qu'on met dans la mer, et qui ont peut-être moins d'impact. Ça a peut-être des impacts sur les poissons, donc il faut aussi réfléchir à ça. Mais au moins, ça a moins d'impact visuel. Et c'est plus régulier, parce que les marées sont toujours là, alors que le vent, lui, est aléatoire. Donc, je pense que c'est au début peut-être une bonne idée, et puis qu'on aurait dû arrêter, mais qui est difficile d'arrêter à cause des lobbies dont je parlais. Luc, dans votre livre, vous donnez aussi toute une série de conseils, donc des conseils à titre individuel et des conseils sur le plan également industriel. Est-ce que vous pensez que néanmoins l'acte industriel a une valeur beaucoup plus importante que les petits pas individuels que l'on peut faire, ou alors c'est le rôle de chacun de remettre un petit peu en question son paradigme et ses usages? Et il est évident que les impacts industriels sont beaucoup plus importants parce qu'ils sont massifs, d'accord? Mais je pense que les petites choses individuelles dont je parle dans ce livre sont importantes, ne serait-ce que pour en prendre conscience.
Et donc, du coup, faire des choses comme mettre le couvercle sur votre casserole quand vous faites bouillir l'eau pour les pâtes, et de comprendre que en faisant ce geste-là, vous sauvez 95% de l'énergie qui est nécessaire à chauffer cette eau. Juste ça permet de se dire, tiens, je fais quand même un petit geste et peut-être que je devrais pousser les autres gens à faire ça et puis aller demander d'autres gestes qui sont plus gros et qui sont plus importants au niveau industriel, effectivement. Donc, ces petits gestes sont juste une prise de conscience qui permettent à la société de réguler finalement et de prendre les bonnes décisions collectives qui, elles, vont donc pousser les industries à faire les bonnes choses. Mais si on vous écoute, on a le sentiment que ça ne va pas assez vite. Vous avez le sentiment effectivement que les politiques pourraient aller plus vite, ou alors il y a des écueils effectivement qui sont insurmontables et tout ça se compte à l'échelle d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années? Alors évidemment, ça va pas assez vite. On voit bien que là, la dégradation est très importante et rapide. Donc il faut faire super attention. Et donc il faudrait y commencer hier. Mais maintenant, il y a des impératifs qui font que des fois on n'a pas le choix. Quand on a des crises comme les crises qu'on a aujourd'hui, peut-être que des fois on est obligé de passer ça dans des priorités annexes. Mais là, maintenant, on ne peut plus. Donc, on est quand même arrivé au pied de ce mur et il faut vraiment faire quelque chose aujourd'hui. Bon, c'est un livre génial, hein. On n'est pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin. On peut piocher plein de petits conseils. Voilà, les chapitres, on peut les lire dans le désordre, mais il y en a pour tout le monde. Ce qu'il faut faire dans l'espace, ce qu'il faut faire dans son garage, ce qu'il faut faire dans son jardin. Donc, c'est passionnant et c'est accessible à tous. Est-ce que les politiques ont lu votre livre, Luc? Je leur ai envoyé. Je ne sais pas s'ils l'ont lu. Bon, on verra ça dans les prochaines années en tout cas. Merci beaucoup Luc pour votre franc-parler. Je rappelle donc le nom de votre ouvrage, On va droit dans le mur, avec un point d'interrogation. Et je précise, aux éditions First. Merci beaucoup Luc. Restez avec nous. Dans un instant, on va partir dans l'espace. Oui, dans l'espace, pour voir si l'on a su tirer les leçons de ce qui se passe sur Terre. Et nous vous ferons également découvrir une série d'initiatives très inspirantes en termes d'innovation menées par des collectivités territoriales et peut-être la vôtre. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour en parler avec nos invités. C'est dans le numérique pour tous et c'est sur Sud Radio. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous et aujourd'hui un numérique pour tous spécial consommation raisonnée des technologies. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir un architecte qui conçoit des bâtiments pour l'espace. Sylve, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes le président de la société Real Dream, architecte pour l'espace. Concrètement, avant de commencer, ça consiste en quoi d'être architecte de ce... Bien, bonjour. Alors, effectivement, moi, je suis architecte spécialisé en aérospatial et je travaille notamment sur la prospective, c'est-à-dire imaginer le futur de notre monde dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans ou plus. Alors, Luc Julia nous a fait un triste constat de ce qui se passait sur Terre et malheureusement, on pourrait dire aussi on va droit dans le mur en ce qui concerne la Lune. Est-ce qu'on a tiré des enseignements de ce qui se passe sur notre planète ou alors on est en train de reproduire les mêmes erreurs tout là-haut? Alors, ce qui est certain dans l'espace, c'est qu'il y a une super croissance des satellites et donc des déchets spatiaux. En 2019, on avait plus de 2000 satellites actifs dans l'espace. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il y a 5000 satellites actifs dans l'espace, dont 1800 appartiennent à SpaceX. La société d'Elon Musk. Voilà, la société d'Elon Musk. Donc, si on parle des satellites tout compris, on a 12 000 satellites en tout dans l'espace, actifs et non actifs. Donc ça génère un risque. D'ailleurs, en 1978, la NASA parlait du syndrome de Kessler, c'est-à-dire on transformerait notre Terre en une prison dont on ne pourrait plus s'échapper. Alors je vous rassure tout de suite, les acteurs du spatial prennent le sujet à bras-le-corps et ils munissent de plus en plus de satellites de kits de désorbitation. On peut aussi noter de nombreuses missions. ClearSpace de l'ESA avec une pince géante pour récupérer des satellites. SureSpace et son filet remorqueur pour n'en citer que 2, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est un peu la place de la Concorde à 18h en fait, l'espace en ce moment. C'est, je dirais, un lieu de toutes les innovations. On est là pour ça. Alors, il y a aussi le tourisme spatial. Tout à fait, exactement. Exactement, le tourisme spatial. Mais c'est quoi? C'est un caprice de milliardaire, le tourisme spatial, ou alors c'est quand même un bénéfice d'un point de vue scientifique? Alors, le fait qu'un nouveau public s'intéresse à l'espace, c'est toujours bon signe. Même si pour le moment, c'est que les très très grandes fortunes. On tend vers une démocratisation de l'espace. Au début, on avait les têtes brûlées de l'aérospatiale ou de l'aéronautique.
Ensuite, on a eu les scientifiques comme Thomas Pesquet avec l'esprit beaucoup plus calme. Et maintenant, on a un nouveau public et on a même des films qui sont tournés dans l'espace. Alors, il faut noter que tout ça, c'est lié au prix du siège dans une fusée qui en baisse. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, quand même. 1700 millions de dollars, non, 170 millions de dollars pour un siège dans une navette spatiale, 70 millions de dollars pour un siège dans une Soyouz, 55 millions dans un Dragon Crew flambant neuf de SpaceX. Et ça va encore baisser. Ouais, donc c'est pas pour tout le monde encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice malgré tout? Parce que si on va voir ce qui se passe là-haut, est-ce qu'on en retire une leçon? Alors c'est juste pour voir de beaux paysages au jour d'aujourd'hui? Alors au jour d'aujourd'hui, ça aide surtout à tester les nouvelles technologies, surtout avec ce public qui va être extrêmement, précis et qui va en demander beaucoup. Luc Julia le dit dans son livre, on est en train de reproduire les mêmes erreurs sur la Lune que sur Terre. Concrètement, vous pourriez nous citer quelques exemples, ou alors la Lune est quand même une opportunité de tester des expérimentations qui vont permettre justement d'être développées à nouveau sur Terre. Alors l'espace et effectivement ce qui va se passer sur la Lune, ça va être une chance de tester beaucoup de choses. Alors est-ce qu'on va reproduire les mêmes erreurs? Alors oui ou non, parce qu'on a une industrie spatiale qui développe des solutions en même temps qu'elle crée les problèmes. Et c'est vrai que c'est assez rare pour le noter là-dessus. Généralement, c'est une fois que le problème s'est accumulé depuis des années qu'on commence à se poser la question de le régler. Donc effectivement, on a tout un réseau d'ailleurs de start-up en France qui est très, on va dire, actif là-dessus. Et on a aussi une miniaturisation des satellites. Il faut voir que maintenant, on en envoie 60 en un seul lancement. Quand on sait que 99% de la pollution que fait un satellite, c'est pendant les quelques minutes du lancement. Oui, une fois qu'il est dans l'espace, il pollue plus, il consomme plus rien. Bon, en envoyer 60 ou 100 dans un même lancement, c'est quand même un changement. Bon, et puis on a de plus en plus de start-up qui aussi utilisent ces produits pour que ça nous serve à nous terriens. Une Synlab, une société bretonne, qui repère les bateaux qui font des dégazages en mer, qui repère aussi ceux qui éteignent leurs balises Argos pour des actes de piraterie. Share My Space, qui vient de recevoir le premier prix de la Paris Space Week dernièrement. Alors eux, ils calculent les trajectoires des satellites qui vont se rentrer dedans pour créer un algorithme. Donc avec l'algorithme qu'ils ont créé, ça nous permet comme ça de justement... Bon, il se passe quand même des choses positives. Mais est-ce qu'il y a une réglementation là-haut? J'ai envie de vous demander qui gère la souveraineté? Comment ça s'organise? Il y a des frontières? L'espace appartient à un pays plutôt qu'un autre? Dites-nous un peu ce qui se passe là-haut. Alors, il existe une réglementation qui date de 1975, qui est le traité sur les espaces... jeune, quoi, alors, ouais. Voilà, qui fait quelques pages à peine. Il a le mérite d'avoir été signé par toutes les puissances. La Chine, la Russie, l'Inde, la France, enfin l'Europe, les États-Unis. C'est à peu près le seul traité qui régit l'espace. Il régit surtout le militaire et notamment l'installation, le stockage d'armes nucléaires dans l'espace et leur utilisation ensuite. Mais après, vous avez d'autres... Alors, vous allez trouver sur Internet des traités sur la Lune, des traités sur l'exploration, le minage, mais ils ont été signés par une poignée de pays, donc on peut considérer que c'est plutôt des protocoles internes qu'autre chose. Ce qui compte, c'est plutôt les intentions. Voilà, la France, avec le CNES, parle d'espace pour la Terre, c'est-à-dire de l'espace au service de la Terre. Donc, développer des technologies sur la Lune, dans l'espace, pour ensuite recevoir les bienfaits sur Terre. On a le magnifique exemple des panneaux solaires développés pour des satellites militaires dans les années 60. Cette technologie, elle nous est revenue et elle nous fournit aujourd'hui de l'énergie dans notre quotidien. Et vous pensez qu'il y a des conséquences aujourd'hui du conflit russo-ukrainien qui peuvent se répercuter dans l'espace? On a vu quelques tweets circuler cette nuit d'ailleurs. Oui, alors l'espace, c'est un lieu militaire qui est forcément compliqué, de par la position du plus haut. Au Moyen-Âge, on était au sommet d'une tour, on dominait les choses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un avion. Là, aujourd'hui, ce sont des satellites. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des satellites qui peuvent aller récupérer d'autres satellites qui sont des déchets pour aller les jeter dans l'atmosphère. Si vous déterminez qu'au lieu de récupérer un déchet, vous devez récupérer le satellite militaire de votre ennemi, c'est pas très différent. Donc vous voyez, un satellite qui est censé nettoyer peut faire autre chose. Aujourd'hui, les Russes installent un système, notamment dans le Donbass, qui est assez conséquent parce qu'il faut plusieurs camions pour l'amener, qui brouillent les satellites, notamment les satellites Starlink, puisque SpaceX et Elon Musk ont donné énormément de kits aux Ukrainiens pour qu'ils puissent pouvoir communiquer. Alors, Elon Musk a tweeté hier soir et a dit qu'il y avait eu 2 ou 3 heures d'interconnexion à cause de ce système russe, mais qu'il était en train et qu'il allait le réactiver pour trouver des parades.
Très bien. Bah, écoutez, merci de nous avoir fait voyager dans l'espace. Maintenant, on va redescendre sur Terre. Après ce micro-voyage, on va retrouver Territoria et Éléonore Carpentier, qui est déléguée générale de l'Observatoire Territoria. Merci d'être parmi nous, Éléonore. Donc, votre association prime chaque année des initiatives de collectivités qui se sont montrées très innovantes. Concrètement, expliquez-nous comment fonctionne Territoria et quelle est son ambition. Oui, alors merci Vanessa. Le prix Territoria prime chaque année depuis 35 ans des collectivités territoriales, donc des mairies, des régions, des départements, des intercommunalités, qui innovent sur leur territoire dans tous les domaines de l'action publique locale. L'association est présidée par la sénatrice Sophie Primas, qui est sénatrice des Yvelines, présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Et le jury est composé d'experts de différents domaines, d'experts associatifs, d'experts élus locaux, de collectivités, mais aussi d'experts issus du monde de l'entreprise, comme Orange par exemple, qui parraine le prix de la transformation numérique, une trentaine de personnalités sous la présidence du ministre ou de la ministre en charge de la cohésion des territoires. Ok, alors la première initiative dont vous allez nous parler, c'est celle de la ville de Saint-Quentin, une initiative très innovante. Concrètement, quel était le constat et quelle était la réponse que vous avez apportée ? Bien, je crois que le constat de la ville de Saint-Quentin, c'était de se dire que chaque Français jette en moyenne 20 kilos par an d'aliments à la poubelle. Donc ça fait environ 160 € par an et par personne. Et parti de ce constat, ils ont décidé de s'attaquer au gaspillage alimentaire dans les cantines. Et donc de lutter contre ce gaspillage alimentaire. Alors pour ça, très concrètement, ils ont mis des poubelles connectées anti-gaspi dans leurs cantines scolaires. Alors, comment ça se passe ? Une fois que chaque enfant a terminé son repas, il débarrasse lui-même son assiette et il va répartir ses déchets dans différentes poubelles connectées. Alors, qui ne ressemblent pas vraiment à des poubelles, hein, c'est un petit peu plus sexy qu'une poubelle classique. Et les aliments, donc le pain, les légumes, la viande, le plastique, sont automatiquement pesés et l'enfant voit tout de suite la quantité qu'on va jeter. Donc, il y a une vertu éducative immédiate. Luc Julia parlait d'éducation, effectivement, là, dès le plus jeune âge. Je comprends que vous l'ayez récompensé. Alors, on va partir dans le Nord parce que le temps passe. Vous avez également une initiative à Béthune où, justement, vous nous faites... Je ne vais pas tout dévoiler, je vous laisse la parole. Absolument. Alors, le grisou, je ne sais pas, tous les deux, ça vous évoque quoi ? Sans doute pas des choses très positives. Le fameux coup de grisou, on est un peu dans Germinal, dans la mémoire collective de la mine. Eh bien, figurez-vous que ce gaz de mine est toujours présent en très grande quantité dans les galeries souterraines des mines du bassin minier, qui sont aujourd'hui inexploitées depuis plus de 30 ans. Il y a une grande quantité de grisou qui est toujours présente et la ville de Béthune a eu l'idée d'utiliser ce gaz de mine pour alimenter le réseau de chaleur urbain de la ville. Alors concrètement, le gaz est récupéré dans le bassin minier, donc sans fracturation hydraulique, puisque on peut le récupérer directement, puisqu'il y a déjà la mine avec creusé en fait. Il est transporté à 15 km de là à Béthune et réinséré dans le réseau de chauffage urbain de la ville. Les logements sociaux de la ville, les bâtiments communaux, aujourd'hui, sont alimentés à Béthune par cette source d'énergie. Et il y a encore 110 000 kilomètres de galeries dans le bassin minier qui sont inexploitées et donc plus de 100 ans de réserves de grisou disponibles. Donc on est en circuit court, en fait, là aussi pour l'énergie. Ça nous laisse de belles perspectives. Pour faire des économies, effectivement, sur la facture. Un dernier exemple pour le plaisir ? Oui, on peut parler, on peut revenir à Saint-Quentin quand même et parler de leur stade de foot qui sont connectés. Alors l'idée de Saint-Quentin, c'était de se dire que pour arroser les stades, ça nécessitait une très très grande quantité d'eau et donc très simplement ils ont mis des capteurs d'humidité dans les stades qui ne sont arrosés que lorsque cela est nécessaire en fait. Et les robots de tonte qui sont également automatiques. Tout ça est un système intelligent qui est connecté et les robots ne vont se déclencher que lorsque ça sera nécessaire également et évidemment que les stades ne seront pas en train d'être arrosés. Merci beaucoup Éléonore. Donc votre prix Territoria, je le rappelle, a lieu pour les ans. Un petit message auprès des collectivités et de vos partenaires ? Eh bien oui, le prix Territoria 2022 est lancé. Donc les collectivités, les mairies, les régions, les départements, les intercommunalités peuvent candidater avant le 1er juillet. Il faut que ça soit innovant, que l'action soit respectueuse d'une bonne utilisation de l'argent
l'argent public et que ça soit reproductible dans une autre collectivité. C'est noté. Donc allez sur Internet, Observatoire Territoria, et vous aurez toutes les informations pour pouvoir présenter les défis de votre collectivité. Merci à tous. Luc, notre défi pour conclure cet échange, est-ce que c'est de repenser nos modèles économiques et l'utilisation de nos technologies? C'est ça votre message? C'est ça, plus éducation. Éducation. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci Luc et merci à tous nos invités. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Jiquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous si vous êtes sur la route ou si vous êtes, je ne sais pas, faites attention en tout cas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.